À propos de désimperméabilisation, ça peut se passer à des échelles beaucoup plus petites. On en parlait à l'échelle de la cour de récréation, ces cours d'école, Charlotte Van Desburg, dont vous avez la charge que vous avez la charge de transformer dans le cadre, avec beaucoup d'autres acteurs, dans le cadre de ce projet sur les cours Oasis. Alors, on va parler de la gestion de l'eau qui est très savante dans ce cas-là en particulier. Mais peut-être juste avant un mot sur ces cours Oasis. Racontez-nous ce projet qui est en place depuis un peu plus d'un an. Le micro, est-ce qu'on vous entend? C'est bon, on vous entend. Voilà. Alors on va vous donner un autre micro, voilà. C'est très Et bien. là? Voilà. Ok, donc il n'était pas allumé. Désolée. Oui, donc ce projet, effectivement, il va essayer de répondre à tout ce qu'on vient de voir, en fait. Et il est mis en place par la ville de Paris depuis 2017. C'est donc un projet de transformation des cours d'école parisienne. L'idée, c'est à terme de transformer les plus de 600 cours d'école maternelle, élémentaire et de collège, donc une ambition très grande. Pour l'instant, il y a une cinquantaine de cours qui ont été transformés et l'idée, c'est l'objectif de la cour Oasis, comme on l'appelle, c'est avant tout d'amener du bien-être aux enfants. Et ce bien-être aux enfants, il va passer par une lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, on a des cours d'école qui sont très exposés aux chaleurs d'été, qui sont infréquentables en hiver, en été, pardon, et avec des écoles qui peuvent être fermées d'ailleurs en cas de forte chaleur. Donc l'idée, c'est de lutter contre le changement climatique pour que les enfants puissent pratiquer la cour à tout moment, et puis de reconnecter les enfants à la nature aussi, en faisant des cours qui soient beaucoup plus naturels, en amenant de la biodiversité, en leur proposant aussi des espaces de classe à l'extérieur, en leur proposant d'être en contact avec des matières vivantes, donc avec le bois, avec des choses qui vont leur amener des sensations, pour qu'ils puissent se développer dans de meilleures conditions. Mais on va avoir des images et ça va être assez parlant de voir les cours classiques et puis les cours transformés. Donc effectivement, nous, on accompagne ce projet on accompagne la ville de Paris dans ce projet. On n'a pas tout à fait la charge de la transformation quand même, ça serait un petit peu ambitieux de dire ça, mais on accompagne la ville depuis 2017 dans ce projet de cours Oasis au CAUE de Paris. Alors, peut-être pour vous monter... Non, Alors c'est montrez-nous dans parce l'autre que c'est vrai qu'on a sens. hâte Ouais. et grande envie de la voir en image, ces cours. Alors là, je vous montre d'abord ce que c'est la cour d'école classique, hein. C'est donc un grand rectangle d'asphalte avec quelques arbres quand on a de la chance. Donc on peut se dire que c'est pas mal puisqu'on peut que mieux faire. Au niveau de la gestion des eaux de pluie en l'occurrence et puis de tout le reste, voilà, on peut que mieux faire. Et donc ça va passer par plusieurs éléments dont on a déjà beaucoup parlé ce soir. L'eau, le sol et la végétation, c'est un petit peu nos trois fondamentaux. C'est ce qui va créer le cercle vertueux des cours Oasis. Donc là, vous voyez la photo de l'eau. En fait, c'est vraiment la cour classique asphaltée qui, du coup, n'intègre plus bien les eaux de pluie, qui sont d'habitude qui vont dans les égouts et qui, là, on a des problèmes de, de, de regard, etc. Donc le réseau est endommagé et on a des flaques qui vont se créer pour le plus grand bonheur des enfants, mais pas du tout des encadrants, évidemment. Et puis le sol, alors on a des sols naturels dans les cours d'école, mais qui ressemblent plutôt à ça, qui sont des terres arides, pas du tout nourries, pas du tout vivantes, donc qui sont très dures, tassées, où les enfants essayent de gratouiller souvent un petit peu pour y trouver quelque chose, mais c'est pas une terre vivante du tout, donc elle n'est pas bénéfique en tant que pleine terre. Et puis cette végétation aussi qu'on peut trouver régulièrement dans les cours d'école, qui n'est pas non plus très épanouie. Quand elle se présente sous forme de jardinière comme ça, c'est vrai que c'est pas de la pleine terre. Donc encore une fois, on n'a pas les bienfaits de l'eau et de la végétation. Alors, je dis que c'est un cercle vertueux parce que effectivement, l'eau, elle va venir nourrir le sol, elle va venir nourrir la végétation, et puis la végétation va créer de la biodiversité qui va aérer la terre. Et donc, on va avoir comme ça cette végétation qui va pouvoir se développer grâce au sol, grâce à l'eau, et c'est comme ça qu'on va pouvoir redonner un petit peu de vie au cours d'école. Euh, alors, pour faire ces cours d'école Oasis, voilà, je vais reprendre un peu les grands items qu'on a déjà vus, mais on va d'abord désimperméabiliser, c'est le grand mot, pour pouvoir gérer ces eaux de pluie autrement. Donc l'idée, c'est pas aujourd'hui, même si c'est un objectif à long terme, c'est pas de se déconnecter complètement du réseau existant, mais c'est quand même de s'en détacher le plus possible et donc de recréer des sols naturels. Donc je vous montre pas mal de photos avant-après parce que c'est ce qui est le plus parlant. Donc à gauche, vous avez le avant et à droite le après, évidemment. Pardon, peut-être juste un point sur cette question de la désimperméabilisation. Et c'est vrai qu'on en parlait déjà tout à l'heure dans votre précédente présentation, Christian Piel. Mais
Si ces sols, ils sont, à ce point-là, imperméables, c'est pas non plus pour rien. Un sol imperméable, c'est quoi? C'est un sol, d'ailleurs, tiens, dites-nous pourquoi ils sont imperméables à ce point-là, les sols des cours d'école? Pour Et pas salir peut-être? non, Pour, exactement pour les raisons que nous a présentées Nicolas tout à l'heure. C'est qu'on a voulu, gérer l'eau de pluie, il y avait des raisons sanitaires au départ et puis, il y avait toute cette eau dont il fallait, faire quelque chose. Aussi parce que, je pense il y a les fondations des bâtiments qui veulent être préservés de l'eau de pluie. Donc ça, c'est une très grosse problématique dans les cours d'école où, se pose la question de ne pas créer de dommages aux bâtiments existants. Et le cercle vertueux de la végétation va permettre du coup de conserver une grande partie de l'eau de pluie et de ne pas envoyer de façon violente de l'eau dans les fondations des bâtiments, par exemple. Mais la ville est imperméable. Je crois que ça fait partie du caractère urbain de la ville qui, au départ, a été créé imperméable et qui, aujourd'hui, retrouve cette perméabilité. Après, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, Christian, c'est à Paris, on a la malchance, j'ai envie de dire, de ne pas forcément retrouver de la pleine terre. On est beaucoup sur des remblais de carrières et donc on va avoir cette problématique qui va se poser finalement de désasphalter, de débitumer et en fait de ne pas du tout retrouver de terre dessous, mais plutôt du remblai qui est de la grave, donc qui à terme pourrait retrouver des propriétés de terre, mais qui aujourd'hui n'en a pas du tout. Et voilà, donc il va falloir aussi traiter toutes ces parties-là. Donc désimperméabiliser, voilà, c'est associer la gestion, on va dire, classique du réseau et puis une gestion plus alternative qui en fait est très basique, hein. On infiltre l'eau là où elle tombe, c'est assez simple. Peut-être pour vous montrer un petit peu d'autres exemples. Donc là, c'est que des cours d'école. Alors tout à l'heure, on parlait du multi-usage. Effectivement, la cour d'école, elle va concentrer toutes ces problématiques, donc de gérer les eaux de pluie, d'amener de la biodiversité et puis d'être un espace de jeu pour les enfants. Donc on va essayer de gérer tout ça en même temps. Là, donc voilà, on a recréé des espaces de pelouse. Alors la pelouse, c'est très problématique dans les cours d'école. Ça tient pas toujours bien. Ça dépend de la taille de l'école et de la fréquentation, du taux de fréquentation des enfants. Alors là, voilà, vous avez carrément un extrême où effectivement, on retrouve plus du tout la cour d'origine, encore une fois. tout ça, ce sont des exemples à Paris, Oui, oui, ce sont complètement. des cours Oasis qui ont pu prendre place. Oui, oui, tout ça, ce sont des cours Oasis qui ont été aménagés ces dernières années. Alors, il y a eu... Oui, 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 Non, mais ça c'est c'est réalisé, réalisé, oui, oui, ouais. complètement. Tout ça, c'est des photos avant-après qui existent aujourd'hui à Paris. Là, donc la photo juste qu'il y avait avant, on est dans le 20e arrondissement, à Maryshills. Bon, voilà, on a une pratique complètement différente de la cour. Alors évidemment, la cour d'école, comme je le disais, elle se veut ludique, donc on n'est pas juste en train de gérer un parc. On ne peut pas avoir de la pelouse partout. Il faut voilà, gérer cette problématique. Donc on passe aussi beaucoup par les copeaux, qui permettent de ne pas avoir de boue sous les chaussures. Copeaux de bois, c'est ça? Les copeaux de bois, c'est du paillage, du copeau de bois, il a plein de noms, mais du mulch aussi, on l'appelle. Mais voilà, c'est des petits copeaux de bois qui vont permettre de ne pas trop salir les chaussures des enfants, de pouvoir parcourir cette cour oasis sans se C'est ce mettre qu'on voit là, hein, les copeaux de bois, c'est ce qu'il y a complètement. au premier plan, hein, Donc ouais. là, c'est une cour qui vient d'être livrée cette année, donc la végétation, elle n'a pas encore poussé, hein, mais on peut la deviner au milieu des copeaux et elle va pousser au milieu de ces copeaux de bois, effectivement. Là, elle est protégée les premières années, puisque on a besoin aussi de laisser sa chance à la végétation. Et la végétation dans la cour d'école, c'est pas gagné. On a des enfants qui sont très très curieux et qui ont très envie d'aller la toucher, la sentir, la manger. Donc on la met un petit peu à distance avec les ganivelles, qui sont ces petites barrières en bois les premières années. Et puis à terme, l'idée, c'est quand même de pouvoir la rendre complètement accessible aux enfants. Alors là, vous n'avez pas un avant-après, mais vous avez la cour de l'élémentaire à gauche et la cour de la maternelle à droite. Cette photo, elle est assez géniale parce voilà, donc les élémentaires ont la malchance de conserver leur cour avec les arbres qu'on voit bien, bien entourés avec leur sol souple qui leur permet pas du tout d'avoir de l'eau. Et puis à droite, cette cour aussi qui vient d'être livrée cette année où là, on a retrouvé beaucoup de sols perméables. Du coup, on infiltre directement l'eau de pluie. On a ce petit système de noues. Alors, on voit la petite plateforme en bois en fait qui du coup permet de circuler à travers cet espace qui va récupérer pas mal d'eau de pluie et qui donc peut être humide à certains moments. Mais contrairement à ce qu'on croit, un jardin humide, c'est humide seulement quand il pleut et puis le reste du temps, c'est sec. Donc ça marche très bien pour les cours d'école. Si je continue un petit peu, voilà, là vous avez un autre exemple où on a une surface perméable avant travaux qui était de 17% et après travaux on atteint 56%. Donc on est obligé de garder des surfaces qui soient imperméables. Après, les cours oasis ont beaucoup évolué. On est passé par des sols durs perméables comme le béton drainant par exemple, mais qui n'étaient pas très satisfaisants au niveau des genoux des enfants en fait.
c'était très abrasif pour les enfants, donc on en est revenu avec l'idée de se dire que finalement, il vaut mieux faire 50-50, une cour qui soit 50% perméable et puis 50% imperméable, et de conserver un revêtement dur qui soit quand même assez agréable pour les enfants parce qu'ils continuent à tomber, à courir, etc. Donc voilà, on arrive à plus de 50% des cours qui sont désimperméabilisés, et donc un traitement vraiment à la parcelle de cette problématique des eaux de pluie. On retrouve aussi des continuités en pleine terre pour les arbres, et ça c'est important parce qu'on a des arbres à Paris qui souffrent beaucoup de stress hydrique, et notamment dans les cours d'école où il faut protéger en fait l'arbre, parce que si on a un tour d'arbre comme dans la rue, les enfants vont tomber, ils vont se prendre les pieds dans la grille, donc c'est très compliqué de traiter les pieds d'arbre dans les cours d'école, et c'est vrai qu'en recréant des continuités comme ça, de pleine terre avec des copeaux, les arbres sont beaucoup plus heureux, et puis les enfants ne tombent plus puisqu'il n'y a plus de grilles qui bougent avec les racines. Donc voilà, la solution de facilité, c'est plus de grilles. On peut croire on peut aussi imaginer qu'ils soient beaucoup plus heureux, les enfants. Je pense qu'on voit cette image-là, elle ne trompe pas tout de même avec. Et là, en plus, c'était avant la livraison complète, donc il manque pas mal d'aménagements, mais c'était, voilà, on voit bien la surface qui a été créée au milieu et qui retrouve de la pleine terre. Alors c'est ce que je disais, c'était de la grave, hein, quand on a enlevé l'asphalte et la dalle béton, c'était de la grave, donc il a fallu ramener de la terre végétale pour donner sa chance aux végétaux qui sont plantés aussi, puisqu'il faut qu'ils soient nourris. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a une trame brune, donc on a la trame verte, la trame bleue, on a aussi la trame brune qui est plus développée ces dernières années. Et l'idée, c'est d'avoir cette continuité de la terre, de la pleine terre en sous-sol. Pardon, la grave, donc c'est ce remblai de carrière dont vous nous parliez. C'est perméable, la grave ça Oui. peut laisser passer l'eau? Oui, la grave, c'est perméable, et ça va permettre de retrouver aussi le cycle de l'eau, de recharger la nappe quand on va infiltrer. Donc, c'est juste, on peut dire que c'est un peu de caillou. Enfin, voilà, c'est du caillou de différentes tailles, plus ou moins aggloméré, mais c'est du caillou. Voilà. Et puis, alors, sur un deuxième volet, c'est de valoriser cette eau de pluie aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, en la montrant. Ne plus forcément avoir recours au réseau enterré, qui est en plus très coûteux à rénover, et donc de créer des systèmes assez simples à ciel ouvert, hein. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo puisque la photo de droite, elle ressemble énormément à une photo que Nicolas vous avez présentée au tout début de votre diaporama, qui était la solution ancestrale, voilà, exactement. Mais en fait, on en revient complètement à avoir ces pentes de sol imperméable qui vont guider l'eau vers une zone perméable. Et donc là, par exemple, on emmène l'eau vers les pieds d'arbres. Donc à gauche, vous avez des entourages d'arbres qui sont un petit peu surélevés et qui, avec les pentes, vont permettre de faire comme ça, ruisseler l'eau directement dans le pied d'arbre. Et à droite, c'est pareil, on a ce petit caniveau à ciel ouvert qui va permettre de récupérer l'eau au milieu. Donc effectivement, s'il pleut beaucoup, les enfants, il faut qu'ils passent par-dessus ce petit filet d'eau, et qui va ensuite être amené au bout dans un pied d'arbre qui est planté et qui donc va pouvoir absorber cette eau de pluie directement. Donc on la valorise puisqu'elle ne va plus à l'égout, ça n'est plus un déchet, et on en fait quelque chose d'utile, c'est-à-dire nourrir les végétaux. Là, vous avez un autre système qui est une rive. Alors là, on a encore un autre usage qui se superpose, parce qu'en plus d'être à ciel ouvert, de récupérer les pentes, c'est ludique. C'est une petite rivière pédagogique dans une cour qui va venir là se jeter dans des gravillons, très simplement, qui, eux, vont ensuite redistribuer cette eau qui se jette dans les gravillons dans l'espace planté qu'il y a au bout, et qui est assez richement planté. Alors, encore une fois, on est au tout début, donc... Non, là, c'est l'eau pluviale. En fait, cette eau, elle est récupérée sur la toiture d'un bâtiment qui vient d'être ajouté, qui sont des sanitaires. Donc, il faut se dire qu'à la place du photographe, il y a un nouveau bâtiment de sanitaire qui a été fait, et l'eau qui ruisselle sur la toiture est amenée à travers cette petite rivière. Et puis, il y a les pentes de la cour qui sont aussi une partie des pentes qui sont dirigées vers là. Donc, ça récupère l'eau et ça va venir se charger. Ça va venir se charger quand il pleut. Et puis, il y a des petites écluses qui vont permettre aux enfants de jouer, de retenir un peu l'eau, de la laisser partir. Voilà. Donc là, on a encore un usage supplémentaire qui se crée, et on rend l'eau de pluie d'autant plus utile. Et puis, il y a un troisième volet qui est de stocker et de réutiliser cette eau de pluie. Alors, on a plusieurs échelles de stockage et de réutilisation. On a des réservoirs très simples, comme à gauche, qui sont assez petits et qui vont permettre ponctuellement, par exemple, aux équipes pédagogiques d'arroser leur jardin pédagogique ou de pouvoir jouer avec l'eau, remplir des arrosoirs pour les enfants. Et puis, à droite, on a un réservoir qui est un petit peu plus conséquent, avec quelques, je crois, milliers de litres d'eau, qui, là, récupère encore une fois les eaux de toiture. Donc là, on a un dévoiement de gouttière qui est assez simple, hein. On vient se brancher sur la gouttière du toit, et puis au lieu que la gouttière soit
reliée dans les égouts directement. Encore une fois, on la récupère dans un réservoir qui va servir à quelque chose. Et donc ce grand réservoir qui est bardé de bois à droite, en fait, il va alimenter cette rivière pédagogique encore une fois. Et là, on a enfin des enfants sur les photos, c'est pas facile à trouver, mais et voilà. Donc vous avez dans cette maternelle, on voit un tout petit peu le réservoir en haut de la photo. Voilà, il alimente cette rivière et les enfants jouent dedans. Donc il suffit d'ouvrir un robinet pour que le réservoir, de façon gravitaire, libère l'eau et viennent devenir un support pour les enfants. Alors ce réservoir, effectivement, pour répondre aux normes sanitaires, il doit être purgé régulièrement. Il faut qu'il y ait la grille anti-moustique, etc. Il faut que les enfants ne boivent surtout pas l'eau, quoique ils boivent déjà l'eau des flaques d'eau, hein, donc bon, c'est pas plus un danger, mais Pardon, sur cette question-là, Charlotte, parce que y a beaucoup de commentaires là, avec votre exposé. Je pense que c'est des remarques que vous avez souvent, j'imagine, quand vous présentez ce projet de Cour Oasis. Alors, Frédéric qui nous demande si la réflexion est prise en compte sur la gestion des espaces de jeu, la gestion sécurité et sanitaire des enfants. On a... Attendez, j'en ai trouvé un autre, pardon, qui était sur... Oui, voilà, Michel qui demande comment les enseignants gèrent la terre que les enfants sont susceptibles de porter à la bouche. Quelles sont les réactions des parents? Donc Michel qui doit être, j'imagine, architecte, puisqu'il nous dit, en ce qui concerne les copeaux, un maître d'ouvrage m'a opposé les échardes. Voilà. Donc, et une dernière question, voilà, enfin, on en a d'autres encore des remarques de ce côté-là. Alors, je ne me suis pas trop étalée parce que je me doutais bien que ça susciterait beaucoup de questions. Ça suscite toujours beaucoup de questions et de partout. Mais les copeaux, enfin, oui, il n'y a pas d'écharde en fait dans les copeaux. C'est assez lisse. Ça dépend de quel copeau vous utilisez. C'est des copeaux qui sont pour partie amortissants quand ils sont sous des jeux. Il y a du paillis qui là est juste du broyat de branches qui n'est pas amortissant. Et puis il y a des copeaux qui sont amortissants, qui sont normés, qui sont faits pour les aires de jeu. Donc il n'y a pas de danger pour les enfants mais à en ce tout niveau-là. cas, mentalement, il y a une barrière avec cette idée de renouer avec la nature par toute la saleté que ça peut générer, par tous les risques sanitaires, et c'est ce que vous nous Oui et non, en expliquiez. fait, les enfants, ils sont en recherche de ça, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dès qu'il y a un peu de terre, les enfants, ils vont gratter la terre au pied de l'arbre, dans les quelques centimètres auxquels ils ont accès. Quand vous voyez une classe qui croise quelques insectes, ils sont tous très heureux de croiser un gendarme dans leur cours d'école. C'est vraiment des choses qui sont importantes pour eux. Et en fait, le bienfait vaut le risque minime que ça peut comporter. Le bienfait que ça va apporter à tous les enfants de cours d'école qui vont pouvoir avoir cette transformation est quand même bien supérieur par rapport au risque que ça peut représenter. Il y a pas de... En plus, ces cours qui sont transformées, elles ont plus de relief, elles ont plus de sols différents. Le but, c'est aussi que les enfants apprennent à se déplacer dans un espace qui n'est pas tout plat, sans aucun obstacle. Et en fait, en apprenant dans ces cours-là, ils vont devenir plus agiles, ils vont apprendre à tomber, ils vont apprendre à sauter. Voilà. Mais pour reprendre la question de Michel, comment réagissent les parents? Est-ce que ils sont plutôt, ils voient ça d'un bon œil? C'est pour toutes les raisons que vous nous Il y a disiez à l'instant? il y a toutes les réactions en fait, c'est toujours pareil. Quand on oublie de recharger en copeaux alors que c'est nécessaire et que ça fait de la boue, bah, les parents ils sont pas contents parce que leurs enfants ils rentrent plein de boue. Par contre, quand les copeaux sont, sont bien acheminés au bon moment, parce qu'effectivement les copeaux ça se décompose donc il faut les recharger régulièrement. Il n'y a pas de problème en fait, il y a pas de blessure, il y a pas de... Ça fait effectivement peut-être des vêtements un petit peu plus sales. Il y a aussi des écoles qui travaillent à Paris sur le fait d'avoir des bottes. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, quand il pleut à Paris, les enfants ne vont pas dans la cour d'école. Ils restent dans le préau. C'est très rare qu'il leur soit permis d'aller sous l'eau. Donc c'est aussi un travail à faire sur l'usage de l'eau. C'est pour ça que revoir l'eau de pluie, la donner à voir dans la cour d'école, c'est aussi important et pouvoir leur permettre d'y aller avec des bottes. D'ailleurs, la petite rivière qu'on voyait en dernier, les enfants de maternelle ont très bien intégré. Ceux qui ont des bottes ont le droit de mettre les pieds dans la rivière, ceux qui n'ont pas de bottes doivent rester à l'extérieur. Et c'est des enfants, ils apprennent très vite, ils respectent plutôt bien les consignes quand c'est... Voilà, ils font ça. Tiens, Piel. Pardon, ouais, je trouve ça particulièrement courageux et la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre, parce que je vois qu'en plus les cailloux sont des cailloux assez anguleux, je ne sais pas comment on peut dire. Enfin, bref, je trouve ça très intéressant, moi, cette démarche qui responsabilise l'enfant. Et effectivement, le fait de voir des enfants en train de patauger dans l'eau pluviale, ça m'émeut aux larmes. Je ne pensais pas que c'était envisageable d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue de toutes les craintes qu'on peut...
C'est sur ça que travaillent les cours Oasis, c'est essayer de dépasser ses craintes par rapport aux bienfaits que ça va apporter. Et là, on est dans une école maternelle qui a sa cour depuis septembre 2020 et il n'y a pas eu d'accident et ça se passe très très bien. Je ne dis pas que ça peut se faire partout, hein. On n'a pas l'ambition de pouvoir mettre une rivière comme ça partout. Il faut un accompagnement pédagogique assez important aussi. Mais c'est voilà, une très belle façon de ramener l'eau de pluie dans la cour d'école et d'en faire quelque chose de ludique, de pédagogique, d'intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte Van Desburg. C'est passionnant cette présentation. J'espérais qu'il y ait encore d'autres images. J'avais envie de voir des avant-après à n'en plus finir, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Tiens, puisqu'on a encore Nicolas Londinsky avec nous, je ne sais pas si la direction de la propreté et de l'eau est intégrée à ce projet, oui. Alors, peut-être une question qui nous vient de Michel, là encore, et peut-être pourriez-vous nous répondre, Nicolas Londinsky, d'autant plus que cette question à propos des cours Oasis peut s'appliquer à d'autres évolutions des usages que de celles que vous nous avez montrées tout à l'heure, Nicolas Londinsky. Michel nous dit sur les réseaux sociaux, les cours Oasis de Paris ont parfois été moqués. Comment expliquer ces réactions qui manifestent parfois une grande incompréhension du sujet ? Est-ce que des projets de cours Oasis se sont heurtés à de fortes oppositions ? Alors, d'abord, sur les cours Oasis, si vous avez la réponse, Nicolas Londinsky, peut-être que Charlotte Van Desburg pourra nous dire aussi, mais peut-être plus largement sur toutes les évolutions que la ville va être amenée à apporter pour une meilleure gestion des eaux pluviales. D'abord, pour répondre à la première question, la direction de propreté de l'eau est bien associée. Je crois que c'est des projets qui sont justement extrêmement fédérateurs, qui permettent d'associer vraiment toutes les composantes municipales dans un projet qui est vraiment emblématique et qui remet de la nature en ville, qui restaure le cycle de l'eau naturelle. Et c'est ça qu'on recherche en fait aussi à travers une gestion alternative des eaux pluviales. Alors, comme toutes les nouveautés, souvent elles sont moquées, hein. Au départ, il y a toujours des craintes qu'il faut dépasser. La question de, oui, est-ce qu'il faut de l'herbe dans des cours qui sont bitumés d'habitude? C'était une vraie question. Ça a commencé par une petite dizaine de cours. Je dis une petite dizaine, c'est déjà beaucoup, mais à l'échelle de Paris, ce n'était pas si énorme. Aujourd'hui, voilà, on rentre dans un processus où on essaie d'en réaliser une trentaine par an. Et le but, c'est de continuer et de continuer comme ça jusqu'à ce qu'elles soient toutes traitées. On a identifié, enfin, ça représente des surfaces cumulées qui sont assez considérables en fait, hein. On a identifié 125 cours à réaliser d'ici 2024, nous, de notre côté DPE, qu'on a préfléché avec l'Agence de l'eau sur justement les objectifs qu'on a essayé de contractualiser. Ça représente quasiment 12 hectares à l'échelle de Paris. Donc, c'est vraiment pas négligeable tout ça. Ça redonne de la vie, de la nature en ville et c'est vraiment impressionnant, quoi. 12 hectares, si on imperméabilise 50% de ces 12 hectares, on aurait 6 hectares perméables en plus dans la ville de Paris. C'est considérable, Christian Piel. Oui, c'est beaucoup, et d'autant plus que ce n'est pas parce qu'il y a 50% qui est imperméabilisé que l'ensemble de cette eau ne va pas s'infiltrer dans la partie désimperméabilisée. Donc, par exemple, l'Agence de l'eau, elle ne finance pas que les espaces désimperméabilisés, elle finance également les bassins versants dont l'eau va terminer dans l'espace perméable. Donc, même s'il n'y a que 50% de terre, ce n'est pas grave. L'ensemble de l'eau, très certainement, va s'infiltrer. Et ça, c'est très intéressant. Une question de Sego, tiens, qui peut vous intéresser, Christian Piel, et qui continue un peu la question tout à l'heure de la réaction des parents. Là, c'est à propos des maîtres d'ouvrage, puisque Sego, qui sans doute doit être architecte également, nous dit « Les maîtres d'ouvrage continuent à nous demander des cours en dur, entre parenthèses, en province en tout cas, pour faciliter l'entretien et par crainte que la densité et le piétinement ne résistent pas à la haute fréquentation de ces espaces. » Alors bon, ça vous avez dû l'entendre, Charlotte, ce genre de remarques là aussi, et vous allez peut-être pouvoir nous y répondre, mais plus largement, Christian Piel, là encore, quelle est la sensibilisation du grand public, des maîtres d'ouvrage en particulier, des commanditaires sur tous ces nouveaux aménagements dont vous nous avez parlé. Vous nous dites depuis 10 ans, voilà, ça se fait de plus en plus. Bon, on a encore des craintes et encore des barrières mentales. Oui, c'est vrai, il y en a encore. Mais ce qui change beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, c'est le cas du plan pluie à Paris, c'est le cas dans beaucoup de PLU. Moi, je parle beaucoup de celui de Nantes parce que j'étais assez associé. En fait, c'est dans la réglementation aujourd'hui, c'est dans le PLU. Ça veut dire que
autant le maître d'ouvrage que le maître d'œuvre, il doit se plier à ça. Et donc, finalement, il trouve des solutions. Il y a des nouvelles compétences qui arrivent. Il y a des gens capables de faire ça. Et donc, il y a aussi tout un discours qui va avec. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a encore des gens récalcitrants. Et peut-être qu'on fait des erreurs, par ailleurs, hein. On n'a peut-être pas tout de suite raison. Nous aussi, on cherche, en réalité. Mais, en tout cas, c'est beaucoup plus simple. C'est plutôt bien accueilli. Voilà, cette nature en ville, elle est plutôt bien accueillie. Alors après, effectivement, quand on a un enfant et qu'on voit que la roche, elle est peut-être un peu coupante, on peut avoir des craintes, c'est assez légitime. Mais j'ai l'impression que moi, oui, il y a encore des récalcitrants. En réalité, il y en a de moins en moins et on a de plus en plus, par exemple avec ces photos, d'arguments pour contrer ces récalcitrants. Enfin, en tout cas, les rassurer, quoi. Les rassurer. On a énormément de questions en commentaire. Allez-y Non, Charlotte, et après j'en ai quelques-unes encore à vous relayer. Et puis c'est vrai que là, bon, alors à Paris, ça s'appelle Cour Oasis, mais en fait, on est en lien avec beaucoup de collectivités. Et ça prend partout, en fait. Cette volonté de transformer la cour d'école, parce que c'est un objet qui est figé depuis toujours, prend partout. Parce que ça permet de... Au-delà de la France, alors on avait réalisé un voyage d'études pour aller voir les cours en Belgique, parce que c'est vrai que dans les pays du Nord, ils n'ont pas la même habitude des cours. C'est des cours qui sont déjà beaucoup plus végétales, où le risque pour l'enfant n'est pas du tout le même. On ne considère pas le risque de la même façon. On ne veut pas protéger les enfants complètement. On leur met des bottes très régulièrement, voire des combinaisons étanches. Donc, on était allé voir en Belgique, effectivement, pour persuader un petit peu tout le monde. Après, sur ce projet parisien, effectivement, ça a beaucoup rayonné. Et aujourd'hui, on est en contact avec beaucoup de collectivités. Donc, je pense que le maître d'ouvrage dont on parlait, qui veut des cours toutes plates, va finir par y venir aussi, parce que ça permet aussi de dégenrer beaucoup plus la cour. Les cours toutes plates, elles ont le terrain de foot qui est au milieu, hein, très synthétiquement. Voilà, c'est le terrain. Ce sont les garçons. Et le terrain de foot, les différentes observations et études que vous avez effectivement sur le sujet, ce sont les garçons qui l'occupent. Une minorité de garçons, même pas la majorité des garçons. Donc ça donne 80% de la cour à 20% des enfants. Donc l'idée, c'est aussi de recréer beaucoup d'espaces ludiques qui soient autres, qui permettent de développer les enfants qui sont plus rêveurs, les lecteurs, les filles comme les garçons, les petits, les grands, les sportifs, qu'il y ait un espace pour tout le monde. Et c'est vrai que ces cours revus, transformés, elles ont aussi cette ambition-là. Donc finalement, toutes les collectivités, sous l'angle qu'elles ont envie d'aborder, elles sont en train de se mettre en marche. Et on travaille aussi avec les CAUE d'Île-de-France et les CAUE de France pour que tout le monde se mette à travailler aussi sur ce sujet. Donc ça rayonne. Un dernier mot sur les cours Oasis, et après je relais les milliers de questions qu'on a ce soir. C'est incroyable l'animation des réseaux sociaux, et vraiment je vous en remercie tous qui participez à cette discussion avec nos invités. C'est grâce à vous, voilà, qu'on a ces réunions aussi vivantes. Un dernier mot sur les cours Oasis. Il est question qu'elles soient ouvertes aussi, ces cours, non? Finalement, vous nous disiez à l'instant, c'est pas rien ces cours-là. Nicolas Loninski nous disait, ces cours-là, ça représente 12 hectares. Vous nous disiez, on parle de Paris, il faut voir ça à l'échelle même de l'Europe. Et finalement, ce n'est pas qu'une cour d'école, c'est aussi un espace public. Je vais pas parler pour les autres collectivités, hein, mais en tout cas, effectivement, à l'échelle parisienne, l'idée, c'est de pouvoir, dans le cadre de la ville du quart d'heure, de pouvoir ouvrir les cours d'école, notamment en cas de forte chaleur, pour que justement, dans les quartiers où il y a peu d'espaces verts, où il y a peu d'espaces rafraîchis, les populations vulnérables et les gens du quartier plus largement puissent venir alors se réfugier, c'est un grand mot, mais puissent venir passer quelques heures. Parce que dans ces cours d'école, j'en ai pas parlé parce qu'on parle que de l'eau de pluie aujourd'hui, mais on amène aussi des fontaines pour boire. Il y a quand même des jeux, donc ça permet de s'installer pour un temps très chaud et puis d'y passer des heures plus fraîches, on va dire. Donc l'idée, c'est d'ouvrir effectivement sur le quartier le week-end, et ça a déjà été fait depuis le 23 janvier en fait à Paris. Ce ne sont pas que des cours Oasis, mais il y a plusieurs dizaines de cours qui sont ouverts au public le week-end, avec des temps d'activité qui sont proposés aux gens du quartier. Et ce sont principalement les enfants de l'école et leurs parents qui viennent en fait. Donc ça marche très bien. J'étais très connecté à Agnès qui nous regarde et qui nous demandait à l'instant ces cours sont-elles ouvertes aux habitants en dehors du temps scolaire? Mais je n'avais pas lu le commentaire au moment où je posais la question. Parmi les nombreux commentaires, il y a cette question de Julien. Christian Piel ou Nicolas Loninski, je ne sais pas qui se lance, mais c'est la première question qui m'est venue quand j'ai entendu parler de cette thématique de l'eau pluviale. C'est forcément...
et pourquoi on ne réutiliserait pas l'eau pluviale pour les sanitaires? Est-ce qu'on peut faire rentrer l'eau pluviale dans le réseau des WC? Bah, je peux m'y coller un petit peu. En fait, alors pourquoi pas, bien sûr, rien n'empêche de le faire, hein, Ça se fait parfois, non? On Oui, entend ça des se fait, bien projets un sûr, peu ça se fait. iconiques comme ça. Non, ça se fait. Alors, moi, je dirais, ça se fait aussi bien dans des petites maisons à la campagne, etc. Et je dirais que ça fonctionne plutôt bien. Et puis, ça se fait aussi dans des collectifs où là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tout un tas de normes. Et puis, pour récupérer les eaux pluviales et les faire aller dans les toilettes, en réalité, il faut un double réseau. Il faut une cuve, il faut des pompes, il faut quand même des filtres. Bref, il faut toute une installation qui est assez coûteuse. Et généralement, en plus, cette installation, elle ne permet pas d'alimenter en eau pluviale ces toilettes pendant toute l'année. Et en particulier en période estivale, l'été, la cuve, elle est vide, quoi. Ça veut dire que l'été, on va faire de nouveau appel à l'eau potable pour les toilettes. On peut regretter que c'est à ce moment-là, parce que déjà, le Haut-de-Paris, par exemple, qui est quand même un service public, c'est aussi à ce moment-là où il est un petit peu en stress hydrique et c'est un peu compliqué. Donc, bien sûr, on peut le faire. Moi, j'aurais tendance à dire, si on veut avoir une approche environnementale, si on veut investir sur ce sujet-là, je ne suis pas certain que recycler les eaux pluviales pour les toilettes soit le plus performant. Peut-être que mieux vaut dépenser cet argent dans l'isolation du bâtiment, par exemple, ou dans les transports publics, ou je ne sais pas, ou dans la cage, pas dans la cage, là où on met les vélos, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, dans le local vélo, pas toujours des cages, bah oui, effectivement. je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Mais parce que Bref. ça en est souvent, hélas. Et voilà, je trouve que c'est très complexe, c'est pas forcément très pertinent. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est justement retrouver ces processus naturels. Comment l'eau pluviale, elle va aller alimenter une fosse d'arbre. Comment, en retravaillant la fosse d'arbre, on va faire en sorte que l'eau et la fosse d'arbre va faire que l'arbre, lui, va être très en forme, très ombrageux, va pouvoir l'été évapotranspirer, faire de la fraîcheur. Ça, c'est très intéressant. Et pour moi, c'est du recyclage de l'eau pluviale. C'est pas vraiment du recyclage, mais c'est de la réutilisation de l'eau pluviale. Et en milieu urbain, c'est très intéressant. Là, il n'y a plus de pompe, il n'y a plus rien. On se remet sur les processus naturels. Et c'est là où on va avoir des îlots de fraîcheur vraiment performants. C'est vrai que Charlotte Van sur les Desburg. cours Oasis, cette question du low-tech, et du coup là on peut reboucler avec la dernière petite leçon de ville, elle a été très importante dès le début parce qu'il était hors de question d'investir de l'argent dans des pompes qui allaient demander un entretien. Enfin, d'abord les finances n'étaient pas là et puis c'était trop compliqué. On est dans des tout petits espaces, hein, les cours parisiennes, on n'est pas à une échelle de quartier. Donc il n'était pas question d'avoir des pompes, des choses coûteuses, même d'enterrer des cuves, c'était finalement impensable parce que trop conséquent. Et donc il a vraiment fallu s'attacher et c'est là où on a travaillé effectivement avec des collègues de Nicolas qui s'appellent aussi Nicolas, mais avec Nicolas Charles en l'occurrence, c'est retrouver ces choses très basiques. Et le plan Paris Pluie propose beaucoup de solutions sur ça, mais très simple et très basique pour l'eau de pluie qui est assez élémentaire. On a vraiment beaucoup de questions et on arrive quand même à la fin de notre discussion. Peut-être un mot, Nicolas Lodinski. Alors, peut-être pour réagir à ça, bon, même si je crois qu'on a compris, c'est peut-être pas la solution, en tout cas certainement pas la priorité. Mais peut-être pour répondre plutôt, Nicolas, à la question de Kiki, voilà, très bien, je l'ai faite, j'ai pas fait exprès. Kiki nous dit le niveau de la Seine monte régulièrement, enfin chaque année. C'est vrai qu'en ce moment, ça fait plusieurs années de suite qu'on l'a vu bien monter vers les périodes autour du mois de janvier notamment. Est-ce que alors, j'ai plus la question exacte de Kiki, mais la retranscription que j'en ai faite, c'est d'une part, est-ce que on doit penser les constructions au bord de la Seine en fonction de cela, et d'autre part, Kiki revient un petit peu plus tard dans les commentaires pour demander simplement, est-ce que les voies sur berge, on ne devrait pas les raser finalement? Il y a plusieurs questions, effectivement. Donc la Seine qui monte, enfin le niveau de la Seine qui évolue, en fait, c'est normal. Il ne faut pas se dire que voilà, la Seine, c'est un milieu vivant qui a toujours connu des saisonnalités et c'est normal qu'elle soit en crue en hiver. Et les crues qu'on a régulièrement, en fait, elles ne sont pas exceptionnelles. Celle de cet hiver, elle n'était pas exceptionnelle. Donc voilà, non, il faut vivre avec le milieu naturel. Le fait du coup d'avoir redonné aux berges une autre fonction qu'une fonction de transport leur permet aussi de redonner un lien à la ville avec son fleuve en retournant justement les usages de la ville vers le fleuve plutôt qu'en les utilisant pour des transports de véhicules. Donc, Je reprends la. Important. Entre-temps, j'ai eu la question exacte de Kiki sous les yeux et il est question de les voies sur berge qui ont été construites
dans le lit majeur de la Seine. Donc enfin voilà, juste le citer de cette manière-là, ça peut, comment dire, ça interroge sur le fait qu'on ait à cet endroit-là construit une route. Est-ce que c'est pas un terrain qu'on aurait dû planter ou mettre, comme on l'a vu tout à l'heure, penser pour une inondation régulière? Bah, c'est un espace, quel qu'il soit, quel que soit son usage, qui est pensé comme ça. C'est-à-dire que c'est un espace qui est potentiellement inondable en temps de crue, et même quand il y avait les voies sur berge qui étaient circulées, en fait, à un moment donné, il y a un niveau de crue qui fait qu'elles sont fermées pour l'utilisation des véhicules. Donc aujourd'hui, elles sont redonnées aux piétons, en fait, pour des nouveaux usages récréatifs, de déplacement alternatifs. Enfin, voilà, donc ces usages, ils sont aussi pensés avec la vie du fleuve, et en hiver, eh bien, ils sont réduits, et quand il y a une crue, on ferme l'accès des voies sur berge, quel que soit son usage. Donc de toute manière, on vit avec la Seine, hein, dans Paris. Christian Piel, vous voulez réagir? Oui, ce qui est très intéressant là encore, c'est qu'il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire aujourd'hui, alors à Paris, surtout en banlieue, parce qu'à Paris, les berges sont hautes, mais par exemple à Charenton-Bercy, opération Charenton-Bercy, on ne va pas mettre de digues pour protéger la ville. Le quartier nouveau, il va devoir intégrer l'inondation de la crue 100 ans. C'est-à-dire que les bâtiments, les rues, les services, l'ensemble du fonctionnement de ce quartier nouveau va devoir se concevoir en intégrant le fait qu'il y aura une crue 100 ans. Là encore, c'est donc à l'architecte, à l'urbaniste de répondre à la question. Alors qu'avant, c'était à l'ingénieur en digue, on va dire. Ce qui est intéressant même, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont tellement dans cette logique de il faut construire la ville inondable, c'est que la contrainte pour que Charenton-Bercy puisse être construit, c'est que l'ensemble des habitants et des usages, donc les commerces, mais tous les bureaux, etc., soient maintenus même lors d'une crue 100 ans. Ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y aura une crue 100 ans, c'est très exceptionnel. Eh bien, les gens pourront toujours accéder, auront toujours de l'eau potable, auront toujours de l'électricité, pourront travailler, quoi. Donc, c'est toute une réflexion, une autre façon de concevoir la ville qui est en train de se faire et qui est passionnante. Et allez, une dernière question, parce que Dominique nous a posé, enfin plutôt un dernier témoignage en deux questions. C'est Dominique qui nous demande ces deux questions très très différentes, mais je pense que les deux sont assez intéressantes. Et bon, alors une piste, Dominique nous propose, alors Dominique a un projet à soumettre à la RATP pour installer des récupérateurs d'eau pluviale sur les abribus dans les grandes artères. C'est vrai que après tout, les abribus, c'est un peu comme les cours d'école finalement. C'est un tel nombre que voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la ville et ça finit par représenter une certaine surface. Donc voilà, Dominique nous demande finalement peut-être ce que vous en pensez, Nicolas Lodinski. Alors juste avant de vous laisser répondre, je précise, cela permettrait aux riverains d'utiliser ces eaux pluviales pour arroser les pieds d'arbres et jardinières. Et juste avant de vous laisser répondre, Nicolas Lodinski, Dominique nous demandait également dans un précédent commentaire à propos des collectes d'urine que vous nous présentiez justement tout à l'heure, Nicolas Lodinski, à la fin de votre présentation. On lui aurait assuré que l'élimination des médicaments qui se trouvent dans les urines, notamment les antibiotiques qu'on peut avoir et qu'on peut retrouver dans nos urines, tout ça, est-ce que c'est bien éliminé et auquel cas, par quelle méthode? Donc, est-ce que ça ne se retrouve pas dans le sol une fois qu'on utilise cette urine, comme vous nous l'avez montré tout à l'heure, pour faire de l'engrais? Bon, la question de la récupération des eaux pluviales là, sur les abribus. Aujourd'hui, les abribus, dans certains, dans leur conception, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit sébum en surface qui fait que d'une certaine manière, les petites pluies sont déjà un peu absorbées sur leur toiture. Je ne suis pas sûr qu'en termes de surface, ce soit très intéressant pour ma part de récupérer l'eau de ces espaces. Christian Piel Euh, sourit, je en crois qu'il veut nous revanche, dire que c'est pas terrible. voilà. En revanche, moi, je pense qu'il est plus intéressant de se dire, à Paris, on essaie de récupérer l'eau des surfaces de toiture pour essayer d'arroser les espaces végétalisés. Et aujourd'hui, il y a un développement très fort de la végétalisation participative qui est portée par la municipalité et qui nous conduit à vraiment nous interroger sur donner des moyens en fait, d'arrosage aux détenteurs de permis de végétaliser pour arroser leurs pieds d'arbres, voire des surfaces débitumées aujourd'hui qui vont être amenées à se développer, je pense, dans les prochaines années. Et du coup, on a deux ressources qui sont fondamentales de notre point de vue à la DPE, c'est les eaux pluviales, bien sûr, et il faut trouver des moyens de récupérer ces eaux sur l'espace public
ou dans des réservoirs qui sont adaptés aussi à l'esthétique urbaine de Paris, qui est quand même très particulière. Et puis, on a une deuxième ressource dont on a moins parlé, mais qui n'était pas forcément l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais c'est le réseau d'eau non potable aujourd'hui, qui est un réseau très pertinent pour notre ville et qui nous donnerait aussi les moyens d'arroser les espaces végétalisés participatifs. Sur le volet collecte des urines, une question un peu compliquée. Aujourd'hui, c'est un projet vraiment expérimental. Il y a un comité scientifique derrière avec des chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Il y a un groupe de travail avec des doctorants et des laboratoires de recherche qui est sur ce processus, sur ce quartier expérimental. Il y a très peu de concurrence aujourd'hui et d'entreprises qui savent faire ça, et il y en a qui savent le faire en Suisse ou dans des pays nordiques. Et donc aujourd'hui, ils traitent en fait les urines avec un procédé de traitement spécifique qui est censé justement, en tout cas, abattre toutes les matières en fait qui ne sont pas compatibles avec l'usage. Voilà. Mais en tout cas, on est vraiment dans un processus expérimental. On ne pourra pas être amené à commercialiser aujourd'hui cet engrais parce que en France, ce n'est pas encore possible, mais on a bon espoir en tout cas que cette expérimentation puisse nous ouvrir des portes et puis abattre certaines barrières. Merci pour votre témoignage et vos interventions tout au long de cette soirée, Nicolas Lodinski. Et merci également à tous les deux, Christian Piel, Charlotte Van Desburg. C'était vraiment passionnant et ça intéressait beaucoup de monde. Ça fait presque 2 heures qu'on est en train de parler et il y a encore une centaine de personnes qui nous suivent. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux et aussi vifs et impliqués dans les discussions sur lesquelles ont débouché vos interventions à tous les trois. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas m'engager en votre nom, mais si par hasard vous vous baladez sur Facebook tous les trois, vous allez voir les commentaires, les nombreux commentaires qui ont donné lieu, auxquels vos interventions ont donné lieu. Si vous avez de quoi y apporter une réponse par-ci par-là, je pense que ça intéresserait vraiment tout le monde, tous ces gens qui ont posé des questions. Et je suis désolé, on n'a pas pu toutes les citer à l'antenne. Et on a même Béa qui demande à obtenir votre email, Christian Piel. Voilà, je crois que vos présentations respectives ont convaincu. Merci mille fois, merci encore à tous les trois. Merci à Pierre Lally qui était à la réalisation avec Pierre Fonbonne. Tous les deux nous ont permis la diffusion web de notre soirée au nom de Théma Prod depuis le CAIE de Paris. Le CAIE de Paris que je remercie à titre personnel, notamment Clémence Bourdier qui travaille à l'organisation de ces événements, également Laurence Dufort, Véronica Velasquez qui était derrière son clavier pour récupérer toutes les questions et tous les commentaires que vous avez posés. Bon, je vous remercie pas à nouveau, Charlotte Van Desburg, même si normalement c'est marqué là. Merci Charlotte Van Desburg pour la préparation de ces événements. On se retrouve en mai prochain pour notre prochaine petite leçon de ville. Et on va recevoir notamment l'agence Terre, dont on a parlé tout à l'heure. Également le paysagiste Gilles Clément. La thématique, ce sera biodiversifier nos villes. Voilà. Merci à tous. Très bonne soirée et au mois prochain. À bientôt.